Bonjour, chers membres du Conseil de travail du dialogue social de l'UMOA. Bienvenue, chers participants, à cette formation sur l'impact de la COVID-19 sur les économies des États membres de l'UMOA. Quels moyens pour améliorer les finances publiques? Nous nous trouvons à ce niveau au module 2, qui est intitulé Fonctionnement de l'économie en matière de gestion des finances publiques. Avant de parler donc de ce module 2. Rappelons que nous avons déjà euh, commencé avec le module 1 sur l'introduction à l'économie et à la gestion donc, des finances publiques, où nous avons eu à relever l'importance de l'État lorsque les résultats du marché ne permettent pas de promouvoir le bien-être collectif. En particulier, nous avons dit que nous nous trouvons actuellement dans un système de marché. C'est les systèmes de marché qui existent, mais ces systèmes de marché, en fonction des pouvoirs de marché et de certaines crises, ces euh, systèmes de marché ne parviennent pas, n'est-ce pas, à promouvoir le bien-être collectif. Et justement, dans ce cas, l'un des principes donc, de l'économie nous dit que l'intervention de l'État peut effectivement améliorer le bien-être collectif. Et nous avons eu à souligner que l'État intervient ou l'État, euh, pour intervenir dans l'économie, pour promouvoir le bien-être collectif, il a besoin des ressources. Et à cet effet, il collecte, n'est-ce pas, les recettes pour pouvoir, les recettes fiscales pour pouvoir faire, financer toutes les lignes budgétaires ou bien tous les programmes dont il a besoin pour pouvoir justement promouvoir ce bien-être collectif. Nous avons eu aussi dans le cadre de ce module mis l'accent sur certains principes classiques donc, de gestion des finances publiques. C'est vrai que l'État doit intervenir, n'est-ce pas, pour promouvoir le bien-être collectif, mais dans l'intervention de l'État pour promouvoir le bien-être collectif en collectant les impôts et taxes, il y a un certain nombre de principes que cela doit respecter. Et donc, nous avons dénommé cela les principes classiques donc de gestion des finances publiques. Après, nous avons eu à parler, n'est-ce pas, des facteurs d'évolution, n'est-ce pas, des dépenses publiques au niveau mondial depuis la Première Guerre mondiale, pour essayer de voir en quelque sorte l'État dans son intervention, comment ces dépenses publiques ont évolué en fonction des circonstances particulières dans lesquelles l'économie se retrouvait au niveau mondial et au niveau des pays en développement en général. Donc, nous avons eu à relever que le rôle de l'État dans l'économie a évolué suivant les idées économiques et en fonction des circonstances particulières que les pays traversaient. Et donc, l'analyse de cette situation nous donnait déjà une idée de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire la situation de la pandémie de la COVID-19 est une situation similaire à ce que les pays ont vécu pendant la grippe espagnole ou pendant les crises économiques ou pendant les guerres, et donc qui amène, n'est-ce pas, à l'augmentation des dépenses publiques. Et donc, dans cette perspective, il est important de pouvoir comprendre aussi comment, au niveau économique, l'économie fonctionne en matière de gestion donc, de ces finances publiques. Donc, c'est ce que nous allons voir dans le cadre donc, de ce module 2. Donc, ce module 2, d'abord, dans ce module, nous allons d'abord introduire le module en plus. Après, nous allons parler d'une première partie qui sera consacrée au budget de l'État, une deuxième partie qui sera consacrée au déficit public, à l'analyse des déficits publics, et une troisième partie qui sera consacrée à l'endettement public. Donc, parlant, n'est-ce pas, des finances publiques, les finances publiques sont constituées de l'ensemble des recettes et des dépenses des administrations publiques. Les recettes et les dépenses, telles que nous l'avons souligné, étant le moyen par lequel l'État intervient donc, dans l'économie et la société, il est donc important donc, de maîtriser les concepts qui sont relatifs donc, au budget donc, de l'État. Et c'est pourquoi dans ce module, nous allons présenter trois points essentiels qui sont relatifs au budget de l'État. D'abord, le budget de l'État lui-même, en ce qui concerne les lois de finances, les grands principes donc, du droit budgétaire et la procédure budgétaire. Ensuite, nous allons aborder le point sur les déficits publics
en particulier les questions relatives au solde budgétaire, donc qui permet d'analyser les déficits publics, et puis les enjeux des déficits publics, particulièrement l'enjeu de réduction des déficits publics. Enfin, nous allons aborder la question sur l'endettement public, en particulier euh, les questions de la dette publique et de son évolution, et donc parlant donc de l'évolution de la dette publique, donc l'analyse de la dynamique de la dette publique en mettant l'accent particulièrement sur les questions de solvabilité et de soutenabilité, n'est-ce pas, donc de la dette publique. Donc, nous commençons cette première partie sur le budget donc, de l'État. Bien, le budget de l'État est organisé selon un certain nombre de règles et principes, et ces règles et principes sont inscrits dans la Constitution et dans la loi organique relative aux lois des finances publiques. Cette loi précise que les ressources et les charges budgétaires de l'État sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. Et le budget décrit pour une année donnée l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Le budget, donc, est inscrit dans une loi de finances qui autorise les recettes et les dépenses de l'État. Le budget de l'État donne lieu chaque année à l'élaboration d'un projet de loi de finances. Donc, le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, ou donc le gouvernement dans son ensemble, on prépare donc le projet de loi de finances. Et une fois que ce projet de loi de finances est préparé, il est déposé, n'est-ce pas, dans les bureaux ou à la table du Parlement, qui peut l'amender et va le voter avant le début de l'année à laquelle ce budget sera exécuté. Donc, une fois que le budget, le projet donc, de loi de finances est adopté, ce projet de loi de finances devient ce que nous appelons la loi des finances. Et il autorise, n'est-ce pas, la perception donc, des recettes et les évalue pour assurer l'équilibre du budget compte tenu donc des dépenses qui sont fixées. Donc, c'est dans ce projet de loi de finances qu'il y a donc les prévisions donc, sur les recettes donc, qui seront engrangées au cours donc, de l'année. Et en fonction donc, de ces prévisions sur les recettes qui seront engrangées au cours de l'année, on prévoit aussi des dépenses donc, qui seront réalisées en fonction, n'est-ce pas, des objectifs du gouvernement et de la conjoncture économique, c'est-à-dire l'évolution de l'activité économique. Parlons justement donc des lois de finances. L'article 3 de la loi organique numéro 2014-03 relatif aux lois de finances stipule que les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'application des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte, compte tenu de la situation et des objectifs macroéconomiques de l'État et des obligations du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Alors, donc, le projet donc, de loi de finances qui est chargé donc, de prévoir les recettes et donc les dépenses, c'est dans la loi, donc, c'est dans ce projet donc, de loi de finances que la nature même des ressources et des dépenses, les montants et comment ces ressources seront allouées et les soldes qui seront dégagés, tout est contenu là. Et donc, dans l'élaboration de ce projet donc, de loi de finances, on tient compte à la fois des objectifs macroéconomiques qui sont visés donc, par l'État, donc les grandeurs macroéconomiques qui sont visées par l'État, mais au même moment, lorsque un pays donc, fait partie d'une union monétaire et où il y a la discipline budgétaire qui est imposée à ces pays-là, il doit aussi effectivement respecter les critères de convergence, en particulier au niveau donc, de l'UEMOA, les critères de convergence dans le cadre du pacte de convergence de stabilité, de croissance et de solidarité. Ont le caractère donc, de loi de finances, la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives et puis la loi de règlement ou exécution. Donc, parlons donc de la loi de finances de l'année. C'est la loi de finances proprement dite,
C'est cette loi qui autorise donc la perception des recettes et donc l'allocation donc de ces recettes aux dépenses donc, qui sont prévues dans le cadre justement du projet de la loi de finances. Et il y a les lois de finances rectificatives qui sont des dispositions donc, qui sont prises, n'est-ce pas, par le Parlement donc, pour réorienter ou bien pour réallouer, n'est-ce pas, le budget, les lignes budgétaires ou bien les recettes qui sont engrangées. Parce que pendant qu'on est en train d'élaborer le projet, il peut y avoir des événements qui n'étaient pas prévus, comme par exemple le cas de la COVID-19, qui est arrivé donc, et qui a surpris donc, les États. La COVID n'était pas à l'ordre du jour lorsqu'on préparait les lois de finances. Et donc, quand une situation arrive comme ça, donc du coup, il y a nécessité de réallouer les dépenses, particulièrement dans le cadre des dépenses de santé, dans notre cas de la COVID-19, pour pouvoir répondre à certaines priorités qui s'imposent au pays. Et donc, ces lois de finances rectificatives sont là pour essayer de réallouer, n'est-ce pas, les lignes budgétaires en fonction donc, de l'évolution de la conjoncture, c'est-à-dire l'évolution de l'activité économique au niveau, ou bien lors d'un remaniement ministériel, ces genres de lois donc, peuvent intervenir. Il y a la loi de règlement. La loi de règlement ou d'exécution, c'est cette loi-là qui constate comment est-ce que le budget a été implémenté, c'est-à-dire tel que c'est prévu au niveau de la loi de finances, comment ça a été implémenté, comment est-ce qu'on a collecté donc, les recettes et comment est-ce que les recettes engrangées ont été allouées, n'est-ce pas, aux différentes lignes budgétaires, différentes lignes de dépenses. Et à partir de là, cette loi permet de constater les différences qui sont enregistrées, les différences par rapport à ce qui était prévu et ce qui a été effectivement réalisé. Parce qu'il y a des prévisions et après, on peut prévoir des recettes de 10 millions et après, on va collecter des recettes de 11 millions ou bien moins que 10 millions. Et donc, c'est à ce niveau, au niveau de la loi de règlement, qu'on constate effectivement les différences qu'il y a entre ce qui était prévu et ce qui est réalisé effectivement. Parlons donc des grands principes du droit budgétaire. Les grands principes du budget de l'État sont aussi des règles relatives à la présentation et à l'exécution du budget. Donc, la présentation du budget et l'exécution du budget doivent aussi suivre un certain nombre de règles. Et ces règles-là ont pour objectif de pouvoir garantir une gestion claire et rigoureuse, une gestion transparente, n'est-ce pas, des finances publiques, donc des finances de l'État. Et ces règles-là sont au nombre de 6. Il y a le principe donc d'unité, le principe de l'annualité, le principe de l'universalité, le principe de spécialité, le principe de sincérité et le principe d'équilibre. Parlons premièrement donc, du principe de l'unité. Ce principe exige, n'est-ce pas, que toutes les recettes ou bien toutes les ressources et les charges de l'État soient retracées dans un compte unique, c'est-à-dire tout ce qui est comme recette et, comment l'appelle-t-on, dépenses prévues, n'est-ce pas, dans la loi de finances. Il faudrait que tous ces éléments-là du budget soient retracés dans un compte unique. Donc, justement, ça permet, n'est-ce pas, au Parlement de pouvoir contrôler, n'est-ce pas, l'exécution, par exemple, du budget après. Ou bien même, avant même de pouvoir l'adopter, de pouvoir contrôler un certain nombre de choses. Donc, c'est retracé dans un compte unique. Toutefois, ce principe est assorti de quelques exceptions parce qu'il y a certaines dépenses qui sont effectuées par certaines administrations ou certains établissements qui n'apparaissent pas dans le budget général, mais qui apparaissent plutôt dans ce qu'on appelle les budgets annexes ou bien des comptes spéciaux. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir cette exception. Maintenant, le deuxième principe, c'est le principe de l'annualité. Le principe de l'annualité, à son niveau, euh, exige, n'est-ce pas, que le budget soit élaboré pour un an. Le budget doit être élaboré pour seulement un an. Et donc,
on ne devait pas dépasser un an. Donc, ça permet justement toujours de contrôler comment les dépenses sont, comment les recettes pardon, sont engrangées, sont collectées et comment les dépenses sont exécutées. Donc, quand ça tient sur un an et on finit l'année et on fait le bilan, c'est plus facile donc, de contrôler et de vérifier la transparence, n'est-ce pas, dans l'exécution ou bien du budget que si ça se tient sur plusieurs années. Toutefois, il faut aussi relever que ce principe de l'annualité, il y a des exceptions. Il est assorti aussi d'exceptions parce que si on applique de façon stricte, cela ne va pas donner vraiment une certaine souplesse, n'est-ce pas, à l'État dans l'exécution de ses activités. Au même moment, cela ne va pas permettre, n'est-ce pas, une gestion pluriannuelle du budget, alors que la loi de finances permettent donc la continuité des opérations budgétaires. Et donc, en plus, il y a certains programmes donc, qui sont des programmes qui ne tiennent pas sur une seule année. Et donc, ces programmes-là tiennent soit sont élaborés dans le cadre de budgets triennaux ou bien dans le cadre de budgets quinquennaux. Et donc, dans cette logique-là, on ne peut pas faire le budget et le restreindre sur un an. Mais est-il que le principe général, c'est que le budget est élaboré sur un an. Ces éléments ne sont que des éléments d'exception. Maintenant, le principe donc, de l'universalité, au niveau donc, du principe de l'universalité, ce principe exige que les recettes et les dépenses soient très détaillées, soient bien détaillées, pour qu'on puisse comprendre effectivement quelles sont les recettes et quelles sont les dépenses spécifiques auxquelles telle ou telle allocation budgétaire est destinée. Au même moment, ce principe d'universalité ne voudrait pas que certaines recettes particulières soient destinées à certaines dépenses particulières. Donc, ceci dit, dans le budget, on ne pourra pas dire que, par exemple, les recettes qui sont engrangées au niveau de la TVA dans tel secteur, ces recettes-là seront destinées à financer particulièrement les dépenses d'infrastructure. On ne peut pas consacrer les recettes particulières d'un domaine à des dépenses particulières. Donc, tout ce qui est collecté donc, est remis dans une assiette de façon globale et c'est dans cette assiette globale-là qu'on puisse pour pouvoir satisfaire les différentes lignes de dépenses qui sont prévues dans le projet de loi de finances. L'autre principe, c'est le principe donc de spécialité. Le principe de spécialité exige que chaque ligne budgétaire donc, qui est prévue soit destinée à un programme particulier, à un programme, à une tâche particulière qu'on va financer, à une activité particulière qui sera financée. Donc, il doit être clair dans le budget que cette ligne budgétaire qui est prévue est destinée à telle dotation, est destinée à financer tel programme spécifique ou telle activité sociale spécifique. Donc, c'est ça donc, le principe de spécialité. Au niveau donc, du principe de sincérité, le principe de sincérité voudrait que l'État, lorsque on prépare, par exemple, le projet de loi de finances, en prenant en compte l'évolution de la conjoncture, que l'État ne soit trop optimiste ou bien pessimiste dans les prévisions budgétaires qu'il fait. En ce sens que l'État ne peut pas voir l'état de la conjoncture, c'est-à-dire voir que l'activité économique est en train de baisser, sachant très bien que un grand nombre donc, de ces recettes budgétaires qu'il va collecter sont liées aux activités, à l'évolution de l'activité économique et se mettre, n'est-ce pas, à gonfler, n'est-ce pas, les prévisions des recettes qu'il aura. Donc, si on est trop optimiste parce que, par exemple, on veut augmenter les dépenses publiques, cela n'est pas un budget qui respecte, n'est-ce pas, le principe de sincérité. Donc, le principe de sincérité voudrait qu'on soit sérieux dans la considération donc, de l'évolution de l'activité économique dans la préparation du projet de loi de finances.
Et enfin, donc, le principe d'équilibre voudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, un équilibre budgétaire tel que le principe classique des finances publiques le disent, c'est-à-dire que les recettes, en principe, de façon théorique, qui sont engrangées, doivent permettre de couvrir, en quelque sorte, les dépenses. Mais d'un autre côté aussi, il est important que, au niveau donc, de la répartition entre budget de fonctionnement et budget d'investissement, qu'il y ait aussi un certain équilibre à ce niveau-là pour que les dépenses de l'État ne soient pas totalement limitées aux dépenses de fonctionnement qui ne vont pas nécessairement permettre de générer les ressources pour pouvoir rembourser au cas où, par exemple, on se trouve dans la plupart des cas avec les déficits publics. Nous abordons maintenant la procédure budgétaire. Une fois que le projet de loi de finances est élaboré, est soumis et adopté, est soumis au niveau donc, du Parlement, ce budget-là doit être exécuté par, n'est-ce pas, le gouvernement après, lorsque le Parlement l'approuve. Et il est aussi après contrôlé par le Parlement et d'autres institutions. Donc, il y a donc une procédure budgétaire donc, qui permet donc, de préparer le budget, donc de voter le budget, d'exécuter le budget et de contrôler donc, le budget. Donc, ce sont ces règles dont nous allons faire mention ici, particulièrement la préparation du budget. Donc, la préparation du budget suit aussi un certain nombre de règles. En ce sens que, au moment donc, où on veut préparer, par exemple, nous nous trouvons aujourd'hui en 2021, la préparation du budget donc 2022 se fait en 2021 et doit être déjà, avant la fin du premier trimestre donc de l'année 2021, ce budget, ce projet donc, de loi de finances doit déjà être soumis donc, au Parlement pour être voté. Donc, c'est à l'année antérieure que le projet de loi de finances est préparé. Ce n'est pas l'année où il sera exécuté qu'il est préparé. Deuxième chose, une fois qu'il est préparé, il est donc soumis au vote, n'est-ce pas, par le Parlement. Donc, le Parlement doit voter le budget. Alors, pour voter le budget, au niveau du vote du budget, on commence d'abord par les recettes, d'accord? On commence par les recettes, bloc par bloc. Et après, donc, les recettes, donc selon les règles, après, on passe à la partie dépenses, n'est-ce pas, du budget. Mais au cas où, par exemple, le budget n'a pas pu être voté par le Parlement à temps et que l'année, une autre année s'annonce, le gouvernement est permis, est autorisé, n'est-ce pas, exécuter le projet de loi de finances, mais toutefois en reprenant les dépenses qui ont été exécutées, n'est-ce pas, l'année dernière. Maintenant, l'exécution donc du budget. Donc, l'exécution du budget, c'est là où on implémente effectivement tous les éléments, n'est-ce pas, du budget. Donc, à commencer par, comment l'appelle-t-on, la collecte donc, des recettes et après l'allocation donc, de ces recettes à des lignes budgétaires, bien à chaque ligne budgétaire et à chaque ligne de dépenses qui était prévue dans le projet donc, de loi de finances. Après donc l'exécution donc, du budget, qui est l'implémentation du budget dans toute sa totalité, il y a le contrôle du budget. Donc, au niveau du contrôle du budget, le budget est contrôlé par d'abord au niveau administratif, il est contrôlé au niveau juridictionnel, donc par la Cour des comptes, il est contrôlé au niveau administratif par les auditeurs comptables donc, au niveau donc, des ministères de l'économie et des finances, et il est aussi contrôlé par le Parlement. Donc, au niveau donc, du Parlement, le Parlement contrôle
le budget déjà à 3 niveaux. D'abord, avant même qu'il soit adopté, donc le Parlement, avant que le budget ne soit adopté, le Parlement contrôle le budget. Au moment donc de l'exécution du budget, le Parlement contrôle le budget à travers les lois de finances rectificatives et après justement l'exécution du budget, le Parlement contrôle le budget à travers la loi de règlement ou d'exécution. Donc, c'est ici donc, la fin donc, de cette première partie consacrée au budget donc, de l'État. Je vous remercie, chers participants, pour votre aimable attention.